Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui pour une partie 2 je vais aborder l'écriture et la profondeur des combats dans One Piece. Chose que trop peu exploitée dans la communauté et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il y a une partie 1 sur ma chaîne qui est disponible. J'espère que l'analyse des antagonistes de cette vidéo vous plaira. Elle a été faite avec l'aide encore une fois de certaines personnes qui ont d'ailleurs pu écrire aussi leur analyse sur ces antagonistes. Je citerai Tony sur Twitter et tous les noms seront dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les follow si vous aimez le contenu One Piece. Akainu possède le Magu Magu no Mi, qui symbolise la puissance primitive du monde souterrain. Il renvoie inévitablement à la genèse des mondes avec l'élément du magma. Akainu est l'élément le plus puissant de la marine, à l'image de son fruit du démon, et renvoie à la symbolique du Cerbère, c'est lui qui garde les enfers. Akainu n'est pas par hasard surnommé le chien rouge, ce fameux chien gardant les portes du monde souterrain de son maître Hadès. Les amiraux au nombre de 3 sont le bras armé du gouvernement mondial, donc sous le contrôle des dragons célestes, qui sont eux-mêmes des dieux, donc pouvant symboliser Hadès. La symbolique du Cerbère prend toute sa dimension et son sens. Il n'y a quasiment aucun dialogue de direct entre Luffy et Akainu à Marineford. Toutefois, chacun représente pour l'un et l'autre un opposé. Akainu représente la justice absolue, qui encadre la liberté du monde, et qui opprime les gens dans une liberté factice. Opposé à Luffy, qui représente ses besoins de liberté totale et absolue d'un monde bridé. À Marineford, Luffy n'est pas reconnu par Akainu. Il est le fils de Dragon, et non Monkey D. Luffy. Il est le fils du révolutionnaire. Mais post-ellipse, la liberté de Luffy se concrétise grâce à son fruit du démon, mais aussi par son statut de Yonko. Mais Akainu, lui, doit toujours attendre chez lui. Même après avoir atteint le sommet de la marine, Akainu est le Cerbère, le chien de garde, condamné à être posté à l'entrée du royaume de son maître, prisonnier de sa justice absolue, alors que Luffy, au sommet de la piraterie, n'a jamais été aussi près de la liberté totale. D'ailleurs, un point à prendre en compte, les seules personnes à avoir pu laisser une marque intemporelle sur le corps de Luffy, c'est bien lui-même et Akainu, montrant qu'il est pour lui un antagoniste important, qui a tout remis en cause chez le personnage sans qu'il n'ait quasiment jamais eu d'échange. Dès leur première rencontre, Barbe Noire et Luffy étaient destinés à être ennemis, du fait qu'ils sont en désaccord sur de nombreux points. Pourtant, ils se ressemblent, car les deux ont un rêve, qu'ils comptent réaliser quoi qu'il en coûte. Pour réaliser leur rêve, Barbe Noire et Luffy ont choisi une voie à contre-courant. Luffy opta pour l'amitié et sauve tout le monde sur son chemin. Barbe Noire opta pour la puissance tout en détruisant tout sur sa route. Malgré leurs parcours différents, ils sont parvenus au statut de Yonko en partant d'absolument rien. Ils vont en arriver au sommet en même temps. À l'heure actuelle, ils ont les mêmes ennemis pirates, marine et gouvernement mondial, et ont connu les mêmes difficultés pour y arriver. Comme nous le savons, le One Piece est joué entre les Yonko. Mais parmi eux, seulement Luffy et Barbe Noire ont un membre qui lit les poneglyphes. Ils sont un équipage équivalent et opposé qui sont destinés à s'affronter. Leur rencontre a vu le jour avant d'aller sur une île dont personne ne croyait l'existence, Skypiea. Les retrouvailles auront lieu avant d'aller sur la dernière île qu'un seul équipage a réussi à trouver, Lovetel. De nombreuses personnes ont pensé qu'Odie Jones n'était qu'une simple introduction au pouvoir de Luffy, alors qu'il est la continuité délivrée de la thématique du racisme dans le manga qui était mis en place à Arlong Park. C'est une personne tellement aveuglée par sa haine qu'il ne haït en réalité pas les hommes. Il haït le monde. Il haït le monde car il n'hésite pas à tuer et manipuler, que ce soit les humains ou ses propres frères hommes-poissons. Là où Arlong ferait tout pour ses frères et son peuple, Arlong préfère parler de la haine des humains au lieu du respect entre ses frères. Odie et Luffy forment les deux faces d'une même pièce, qui est celle de Fisher Tiger. Tiger était tout comme Nika, le libérateur, et comme par hasard, chef des pirates du soleil. Odie reprendra alors le flambeau en formant le nouvel équipage du soleil. Il y a d'ailleurs 100 chapitres d'écart entre ces deux images. Odie, porteur de l'idéologie d'Arlong, est persuadé d'être le héros de l'île, le sauveur de la race des hommes poissons. Jinbei dit à Luffy que le seul moyen de battre Odie idéologiquement est d'accepter aussi le rôle de héros et de laisser décider les habitants de qui sera leur véritable sauveur. Là où Moria et Teach, comme vu dans la partie 1, ne sont pas forcément le total opposé de Luffy, Odie lui l'est totalement. Grâce au Gear 5, des parallèles en plus ont pu être effectués. Les deux gagnent en puissance sur un temps limité en ayant les cheveux qui deviennent justement blancs, et leurs effets secondaires ont été les mêmes. Ils sont devenus vieux et fripés. Né dans la noblesse, élevé pour se sentir et penser qu'il était supérieur à tous, tel un dieu littéral, Doflamingo adopta une mentalité déplorable, bien que regrettable. Il ne fut qu'un enfant évoluant dans cet environnement sans réelle alternative. Né dans la pauvreté et indifférence, rabaissé car il n'avait pas la chance d'être né du bon côté, Luffy adopta une mentalité plutôt réaliste.
Comme Doffy, il ne fut qu'un enfant évoluant dans cet environnement sans réelle alternative. Malgré cette dualité, c'est celle de Doffy qui subira le plus gros changement, pour ne plus ressembler à celle de Luffy. Il souhaitait vivre la vie à laquelle il était destiné, et le destin a décidé de le plonger dans un monde cruel dans les ténèbres. Ce même destin qui a décidé de faire de Luffy l'homme le plus libre du monde, d'avoir aucune règle à suivre, comme un Tenryubito. La rencontre entre Luffy et Doffy va permettre d'en élever un vers la liberté qu'il a toujours souhaité et d'enfoncer l'autre un peu plus dans les ténèbres, malgré le fait qu'il essaye de s'en échapper. La symbolique a été démontrée par Oda graphiquement, car lors de leur coup final, une personne se trouvera écrasée jusqu'au sol, et l'autre dans les airs. Luffy, qui domine Doffy, enverra son attaque ultime, l'enfonçant dans le sol et dans les ténèbres de plus en plus, marquant ce changement de rôle. Ensuite, passons à un autre grand antagoniste du post-ellipse. On va comparer cette fois Luffy à justement Katakuri. Luffy réunit toutes les caractéristiques d'un personnage imparfait ou ridicule, qui n'hésite pas à se montrer sous sa réelle apparence malgré ce que peuvent penser les gens de lui. En face, Katakuri à l'inverse réunit toutes les caractéristiques de l'homme parfait. Il est fort, fier, froid, charismatique, et la légende dit que même son dos n'a jamais touché le sol. Sauf que tout ça, ce n'est que ce que reflète le perso en surface. Dans le fond, c'est un personnage qui doute, qui a des complexes et qui est beaucoup plus grotesque qu'il ne le laisse paraître, mais qui garde cette apparence de surface pour protéger les siens, comme on le comprend dans son flashback avec Brûlé. Luffy comme Kata, tous deux se battaient pour leur famille, sauf que la famille de Luffy l'aime pour qui il est. Lorsque Katakuri a été renversé par Luffy pour la première fois, au milieu du combat, il n'a pas vu l'intérêt de se relever, car il n'avait personne derrière lui pour l'encourager, ni pour le soutenir comme le font les Mugiwara. Il y a aussi une question de l'honneur dans ce combat, car bien que Katakuri se considère comme une version améliorée de Luffy, il veut gagner le combat équitablement pour vaincre Luffy idéologiquement. Il veut une victoire complète, même si ça signifie devoir se poignarder pour équilibrer le combat. La fin de leur combat est elle aussi plein de sens. Chacun se reconnaît comme digne. Leur relation évolue et ils se comprennent. Ça deviendra non pas un duel physique, mais temporel. Katakuri donnera une réponse à Luffy qui poserait une question dans le futur. Et Luffy en fera de même, chacun faisant des échanges de questions-réponses temporelles. Et le clou sera le signe du respect infini qu'aura Luffy envers lui, en cachant à l'aide de son chapeau ce qui a toujours le plus fait souffrir son adversaire. Big Mom commence donc son opposition avec Luffy avec une guerre de territoire. En effet, lorsque Luffy prend l'île des hommes poissons, c'est une déclaration de guerre. La différence entre les deux est que Big Mom demande toujours une compensation. Luffy, non. Ça va plus loin que ça, car même au sein de leur équipage, ils sont totalement opposés. Là où les Nakamas de Luffy lui font entièrement confiance, l'équipage de Big Mom ne croit pas forcément en elle, mais ils la craignent profondément. Ce qui les rassemblera, c'est également leur goût pour les choses étranges. La première réaction, lorsqu'il a vu un homme coffre, ou encore un squelette vivant, était de vouloir les enrôler dans leur équipage. Big Mom, quand elle a vu Brook, a même voulu faire la même chose que Luffy. Ils ne sont pas repoussés par l'étrange. Les deux sont des égoïstes, ils ne pensent qu'à leurs propres objectifs, et agissent selon leurs sentiments. Pour Lin, cela peut passer par ses crises de gloutonnerie, et Luffy, lorsqu'il ne pense pas aux conséquences de ses actes, et qu'il fait des choix égoïstes. Si vous ne voyez pas de choix égoïstes faits par Luffy, il y a par exemple le fait que Luffy frappe un dragon céleste, qui est vraiment un choix assez stupide, car s'il serait quelqu'un de réfléchi, et qui n'est pas égoïste justement, ce qu'il aurait fait, c'est de prendre Okchi pour le ramener vers Shaki, pour justement le guérir au plus vite. Mais il a plutôt choisi de signer l'arrêt de mort de ses Nakama en frappant Charlos, et en faisant venir un amiral sur sa Bondi. Tous les deux peuvent être pris pour des enfants pourri gâtés. Pour finir, là où Luffy dépasse Lin, c'est dans leur trauma. Là où Luffy, avec l'aide de Jinbei, a surmonté la mort de Ace, Lin est bloquée sur les siens concernant Mother, ce qui expliquerait ces crises qu'elle a toujours fait même adulte. Luffy est tourné vers le futur, vers l'avenir, tandis que elle reste bloquée par son passé. Et enfin, pour finir, l'antagoniste de l'arc de Wano Kuni, le grand Kaido. Dans son écriture et dans sa profondeur, il est de A à Z opposé à Joy Boy, le protecteur des opprimés et des esclaves qui répand la joie et le rire. Kaido opprime et réduit en esclavage les plus faibles. Alors déjà, Kaido ne respecte que la force et prône la loi du plus fort, alors que Luffy, lui, attache peu d'importance à cela. Respecte ceux qui se battent pour leurs rêves. Même dans la mort, ils sont opposés. Lors de la mort de Luffy face à Kaido, il a une mort spectaculaire. Luffy meurt dans un grand combat contre un opposant puissant, alors que Kaido, lui, dans sa supposée mort, meurt dans la lave, dans l'ignorance générale. Ce qui intéresse Kaido, c'est la puissance et une mort honorable, allant jusqu'à dire que la mort est ce qui complète une personne. Toutefois, comme Luffy, il se préoccupe de certains membres de son équipage,
comme lorsqu'il défend Jack des Sulong. Il ira le protéger pour éviter qu'il se fasse tuer, car même si il prône la loi du plus fort, il aime les siens. Mais encore une fois, il ne défend que les plus forts, ceux qui lui suivront encore plus tard. Si tu es inutile, il te tue. Luffy t'accepte malgré tes faiblesses. Kaido voulait être Joy Boy, mais il n'en était pas digne. Kaido avait bien commencé pourtant. Libérer un esclave comme King l'était, c'était tout à fait ce que ferait Nika. Mais plus le temps a passé, plus il est devenu mauvais. Enfant, Kaido a dû se battre contre son royaume qu'il a trahi alors qu'il ne souhaitait que trouver un endroit pour manger et vivre. Tout comme Luffy sur Goa, qui devait voler pour survivre et se nourrir. Ce qui a permis à Luffy de tenir, c'était ses frères. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc dans cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.